Bienvenue dans le podcast 100K Révolution. Je suis Anne-Valérie Raucourt, je suis coach et mentor pour les femmes déterminées à développer leur entreprise en quittant les diktats, en affirmant qui elles sont, en faisant ce qu'elles aiment, en vivant plus de liberté et de joie. Ici, nous célébrons la puissance des femmes qui disent oui à leurs talents et les mettent au service d'un business florissant et d'une vie extraordinaire. Ce podcast vous montre comment appliquer les principes de l'énergie, du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Dans le podcast aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de vous présenter une invitée spéciale, Nathalie Martin. Nathalie, c'est une entrepreneure qui connaît un très vif succès, on peut le dire, dans son domaine d'expertise qui est le coaching. Plus spécifiquement, elle se présente comme experte en éveil de conscience, mais pour moi, c'est la placer dans une boîte encore un peu étroite. Je connais Nathalie depuis environ 3 ans. Et Nathalie, c'est une amie, c'est une femme aux multiples facettes et talents, une entrepreneure de cœur qui a su se forger une très belle réputation sur les réseaux sociaux. Je vous invite dans ce podcast au cœur d'une discussion, comme un échange intime entre deux amies, deux femmes entrepreneurs. Une discussion sincère, authentique, on vous emmène vraiment derrière le voile, dans la vérité de ce qui se trame en coulisses. Vous allez découvrir, entre autres, comment Nathalie est passée de l'éducation nationale à chef d'entreprise, et vous allez voir que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Elle vous partage vraiment en authenticité toute la réalité de ce qui l'a menée au succès. Et elle est passée par des moments de grande solitude, une liquidation, l'envie de tout envoyer balader. Et aujourd'hui, elle est là avec le succès qu'elle a. On parle des blocages avec l'argent qui sont présents vraiment chez toutes les femmes entrepreneurs. Et comment elle a fait pour pas laisser ces blocages l'arrêter. Comment on peut évoluer d'un modèle de business très masculin à un modèle beaucoup plus porté par l'énergie féminine. C'est le mouvement qu'on a connu, Nathalie et moi. Et on vous parle de cette révolution essentielle. Nathalie vous dit aussi en quoi adopter des formules toutes faites du succès a été extrêmement limitant pour elle et comment elle en est venue à créer son propre modèle et tout ce que ça a impliqué et engagé. À travers cette prise de conscience qu'on a fait toutes les deux, qu'on était finalement devenus au service de notre business et comment on a réussi à inverser ça. On vous parle aussi de plein d'autres choses, notamment les qualités essentielles pour réussir et avec une notion qui est vraiment au cœur de cet échange qui est le plaisir. Le plaisir, le plaisir. Franchement, j'aurais adoré entendre un tel échange il y a quelques années. C'est pour ça que je suis vraiment, vraiment heureuse de vous l'offrir aujourd'hui. Juste avant de plonger dans cet épisode palpitant, j'ai une nouvelle palpitante, une autre pour vous. J'offre le 28 mars une masterclass inédite. Cette invitation, elle est pour vous. Si vous êtes entrepreneur, que vous soyez débutante ou avancée, vous avez de grands rêves, une grande vision et en même temps des difficultés à la transposer dans la réalité. Ça, pour moi, c'est le symptôme d'un rapport, d'une relation un peu compliquée avec les objectifs. Peut-être que vous évitez d'avoir des objectifs parce que ça vous impose la pression de réussir. Et vous avez peur d'échouer. Alors vous préférez avancer le nez au vent. Seulement, vous le savez, ça ne permet pas d'aller bien loin. Ou alors peut-être que vous fixez des objectifs qui vous oppressent et qui vous font détester le chemin quotidien. Parce que vous en êtes venu à être attaché à réussir à tout prix. Parce que quelque part, votre identité en dépend. Vous voyez, dans certains cas, vous pouvez être dans le déni des objectifs, dans d'autres cas, dans la dépendance face aux objectifs. En tout cas, dans les deux cas, ça ne mène pas à créer cette vie que vous voulez vivre en étant entrepreneur. Cette vie épanouie, libre. Et ce que je veux vous offrir, c'est qu'il existe une manière différente de choisir vos objectifs. Et bien sûr, de les atteindre. Et pourquoi pas les dépasser? Parce que vous pouvez vous poser la question. Pourquoi est-ce que vous voudriez y aller quand la majorité des gens abandonnent? Voici ma réponse. Parce que ça peut être tellement fun, joyeux, inspirant et enthousiasmant.
Et c'est ça que je veux vous transmettre dans cette masterclass à laquelle je vous invite. Je l'ai intitulé « Du rêve à la réalité ». 3 clés non conventionnelles pour réaliser vos objectifs indécents. On se retrouve mardi 28 mars à 10h. Il y aura des enseignements, des échanges, des expériences et je vous assure une énergie de folie. Il vous reste juste à réserver votre place avec le lien que vous trouverez dans les notes du podcast. Et maintenant, je vous invite au cœur de mon tête-à-tête avec Nathalie Martin. Nathalie, je suis tellement heureuse de t'accueillir sur ce podcast. Et je ne sais pas si tu le sais, mais les auditrices le savent, tu es la toute première invitée du podcast. Ah, waouh, merci Ouais. de cet honneur. Et ça compte vraiment pour moi. Ça compte Merci. comme notre amitié qui est vraiment spéciale et qui est précieuse à mes yeux, à mon cœur, et je vais en parler. Parce que je pourrais te présenter en parlant de la coach brillante que je connais et qui est reconnue Je sais que tu te présentes comme coach en éveil de conscience et je sais que c'est un vrai champ d'expertise pour toi. Je pourrais parler aussi de l'influenceuse qui a des belles, grosses audiences. Oui, j'ai été regarder plus de 300 000 sur YouTube. Je ne sais pas, sur Insta, 27 000 followers, quelque chose comme ça, un peu plus. Ouais, c'est ça. Bref, une entrepreneur qui a un beau succès par plein d'indicateurs et de points de repère. Mais, et ça, tu pourras parler de ton expertise, etc. Mais moi, j'ai plus envie de parler, en fait, pour te présenter de la femme, de ma compagne de route, de ma camarade de jeu. On aime bien jouer ensemble dans ce grand bac à sable que sont nos entreprises. Et en préparant, je remontais le fil et je me disais, mais en fait, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis une éternité. Mais on s'est rencontrés, c'était en 2020, hein, c'est bien ça. Ouais, et c'est ça. On était toutes les deux dans le même mastermind à l'époque. Et je dis, on s'est rencontrés, mais c'était le temps du Covid, le temps de l'enfermement, le temps où les immersions se passaient pas en présentiel. Et on s'est rencontrés comme, ce que j'ai envie de dire, presque comme 2 âmes sœurs, 2 copines au tempérament très proche, parce qu'on se ressemble sur pas mal de choses. Mais ce qui est fou, c'est qu'on ne s'est jamais rencontrés en vrai, dans la vraie vie. Et quand j'y pense, ça me paraît vraiment étonnant, parce que j'ai vraiment le sentiment de te connaître, ou peut-être que c'est parce qu'on se reconnaît aussi quelque part l'une l'autre. Et il n'y a pas une semaine où on n'est pas en train d'échanger sur WhatsApp par audio interposé, de se caler des petits cafés Zoom ensemble. On parle de nos hauts, de nos bas, de nos oscillations émotionnelles, de nos succès, de nos échecs, de nos plantages. Et il y a beaucoup de similitudes, en fait, dans nos prises de conscience, dans nos parcours, dans nos décisions, dans nos évolutions, nos révolutions. Et on a toutes les deux notamment construit un modèle de business où on a cartonné, en tout cas selon certains critères de succès, et qu'on a l'une et l'autre plus ou moins déconstruit pour reconstruire, réinventer, revenir à nous, qui on est, ce qui nous plaît, ce qui nous anime. On s'était dans ces modèles qui cartonnent, mis dans des cartons, quelque part dans des boîtes, je crois. Enfin, en tout cas, je peux en parler pour moi, mais je crois que t'en parleras si tu veux tout à l'heure. Ce sentiment de s'être enfermé. Et c'est justement ça, ce dont je voudrais qu'on parle dans ce podcast, dans cet échange qu'on va avoir, du courage qu'il faut pour être entrepreneur, pour décider, pour prendre ses responsabilités, pour assumer, pour construire et déconstruire et reconstruire et tâtonner et expérimenter. Et c'est vraiment un voyage initiatique, c'est vraiment un voyage de l'héroïne. Et on est des héroïnes. C'est bon, on se le dit parfois, on se fait mutuellement une petite tape sur l'épaule pour se le rappeler mutuellement. Et pour commencer, et peut-être commencer en remontant un petit peu ton fil, est-ce que tu peux nous partager ce qui te semble intéressant ou utile de ton parcours et comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui? Oui, alors merci de cette présentation déjà humaine. Et alors, c'est toujours délicat de résumer son parcours en quelques phrases, mais en fait, pour résumer, moi, j'ai le parcours de Madame Tout-le-Monde.
Je vais jusqu'à m'appeler Martin, tu vois, c'est ce que je dis souvent. Je dis, ah, tu pousses l'originalité à son paroxysme. Parcours de Madame Tout-le-Monde parce que voilà, j'ai toujours depuis petite essayé de faire de mon mieux pour pas faire de vagues, pour que les gens m'aiment. Et puis, toute petite déjà, je me trouvais pas intéressante. Et j'arrivais pas à trouver ma place en fait. Donc et ça a continué comme ça. J'ai avancé en mode bon petit soldat, donc j'ai bien travaillé à l'école. Puis moi je suis de la génération où tu avais le modèle de la famille Ricoré. Donc tu étais censé bien travailler à l'école pour avoir un boulot parce qu'on n'en aurait pas tous. Donc fallait jouer des coudes. Si tu en avais un en CDI en plus, alors là c'était le Graal. Et puis après c'était te marier, avoir 2 enfants, un garçon, une fille, une maison, un labrador, un camping-car. Et là, tu avais le bonheur absolu qui te tombait dessus, apparemment. Donc, j'ai travaillé longtemps pour créer ça. Donc, j'ai eu le job sécure dans la fonction publique. J'étais prof de sciences physiques. J'ai été prof 15 ans. J'ai rencontré mon mari. On a bien eu les 2 enfants, un garçon, une fille. On a bien eu la maison dont on était propriétaire. On avait nos CDI tous les deux. Il manquait plus que le chien qu'on a depuis et le camping-car. Mais malgré tout ça, j'arrivais pas à être heureuse en fait. Donc, j'ai beaucoup culpabilisé, je me suis beaucoup demandé ce qui clochait avec moi, j'ai cru que j'étais une éternelle insatisfaite. Et puis, j'avais l'impression d'être vraiment une coquille vide, j'étais bourrée de peur, j'avais pas confiance en moi, enfin bon, c'était un peu le package, mais j'avais encore une fois pas une vie à faire pleurer dans les chaumières. Parce que j'étais pas malheureuse à cette époque-là, mais justement, il y avait un mais, puis je savais pas ce qui se cachait derrière. Et puis en fait, la vie s'est chargée de me montrer ce qu'il y avait derrière le mais, alors d'une manière brutale dont je me serais bien passée, parce que moi, ma vie a vraiment marqué un avant et un après le 18 octobre 2010. C'est la date de décès de mon père, qui est mort à 59 ans, à 3 mois de la retraite. Donc vraiment, ça m'a donné comme 2 énormes claques en me disant, mais la vie, elle est courte, quoi. Elle est courte, tu passes ton temps dans un job où tu as mal au ventre le dimanche, t'aimes bien quand il y a des vacances, des jours fériés et quand t'as pas beaucoup de cours, il y a quand même un truc qui se passe. Donc, ça a été une grosse prise de conscience pour moi, une grosse descente aux enfers aussi, mais en même temps, il me fallait ça pour me réveiller de cette espèce d'illusion et de cette vie en mode prêt-à-porter, bien sous tout rapport d'extérieur, sauf qu'à l'intérieur, ça n'allait pas pour moi. Et là, la grosse prise de conscience, ça a été, je veux pas être prof de physique, j'aime pas la physique, j'aime pas ça. Donc, ce que j'aimais par contre, c'était être avec mes élèves et puis les booster, quoi. Moi, voir un regard d'un gamin de 14-15 ans complètement vide, défaitiste, résigné, ça me rendait dingue. Donc là, oui, j'avais énormément d'énergie, d'enthousiasme et de motivation à aller rallumer la lumière, quoi, dans ce regard-là. Donc voilà, tu vois, ça s'est enchaîné vraiment de manière au départ brutale. Et puis après, l'évidence, ça a été, il faut que tu changes de job. Tu peux pas mourir comme ça. Si tu mourais maintenant, est-ce que tu serais heureuse et fière de la trace que tu laisses? Je sais même pas d'où m'est venue cette question parce que j'étais vraiment pas branchée sur ce type de questionnement existentiel. Mais par contre, la réponse m'est venue violemment en pleine face. C'était non. Donc l'évidence de changer de job est venue. Mais pour faire quoi? Moi, j'avais toujours été seulement à l'école. J'étais sortie de l'école pour aller enseigner, donc je me sentais bonne à rien dans le monde de l'entreprise. Et puis voilà, quand je me suis dit, si je pouvais faire ce que je fais avec mes élèves, là, les booster en confiance, si je pouvais en faire un métier, ce serait génial. Ça paraît évident aujourd'hui que ce métier s'appelle le coaching. En 2010, c'était nettement moins évident. Donc c'est Google qui m'a dit que ça s'appelait un métier. J'ai découvert une école, je me suis formée, j'ai démissionné. Puis en 2013, donc il a quand même fallu, j'avais 18 mois de formation déjà à prévoir, puis le temps de m'installer, de créer ma boîte. Je me suis lancée en septembre 2013, j'ai pas fait la rentrée. Ça a été une grande fierté pour moi, une grande libération. Et en même temps un grand moment de solitude, parce que c'est génial, tu es libéré, délivré, mais après c'est à toi de jouer. Donc, passer la grande fierté et l'excitation de la démission, voilà, après, tu es sur le terrain. Donc voilà, pour les étapes de mon parcours, c'est ça qui m'a amené au coaching. Et puis, écoute, depuis 2013, je développe mon entreprise sur le web. J'accompagne des hommes et des femmes qui, comme moi, ont tout pour être heureux, mais ne le sont pas vraiment. Et puis, je les accompagne vraiment à se reconnecter à ce qui vibre en eux, puis à aller taper dans leur plein potentiel juste pour voir ce que ça fait.
Juste pour voir ce que ça fait. Juste pour jouer. Merci pour ce partage et ça montre que ça fait 10 ans cette année Ouais, c'est les 10 ans là, en septembre. que tu t'es lancé. Ouais. Et ça m'invite à mettre en perspective, j'évoquais tout à l'heure quelques chiffres sur ta position et ta posture d'influenceuse et la taille de tes audiences sur les réseaux sociaux et tes contacts de mail, etc. Ce qui peut faire briller, pétiller des yeux admirateurs ou voire envieux ou jaloux. Et, mais justement, dans la perspective de ces 10 années, est-ce que tu peux partager comment ça s'est construit, ça? Parce qu'on est parfois ébouriffé par des pseudo-succès du jour au lendemain, Ouais. en une nuit, ça y est, en un mois, j'ai fait 100 000 euros et j'ai eu l'audience qui a fait un boom grâce à TikTok. Enfin, il y a des histoires. Mais la réalité vraie de vrai, c'est pas ça, en fait. Et donc, est-ce que tu peux nous parler justement de cette réalité comment se sont passées ces 10 années, cette construction et cette évolution avec tout ce que ça a engagé pour toi? Bah écoute, oui, je fais pas partie des réussites où tu sais pas comment ça s'est passé, que du jour au lendemain et que tu te réveilles, rien n'est plus pareil. Enfin, moi, j'ai travaillé. Franchement, je me suis beaucoup éclatée, ça c'est sûr. Et en même temps, bah, ça fait 10 ans que je travaille, ça fait 10 ans que je donne du contenu en libre accès, 10 ans que je donne finalement. Alors, j'ai pas reçu tout de suite. Les débuts ont été vraiment, vraiment compliqués. Bon, moi, j'avais, bah, comme je te le disais, hein, je me suis lancée, je connaissais rien au monde de l'entreprise, j'avais pas confiance en moi, j'avais juste fait ma formation de coaching qui m'avait déjà permis de bouger un petit peu personnellement, mais c'était les prémices de mon développement personnel. Je connaissais rien au web, chaîne YouTube, page Facebook, compte Instagram. Alors là, puis Instagram, ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai. Lui, je le mets un petit peu à part, mais je ne connaissais rien au monde du web. Je savais même pas, je pense que j'avais même pas réfléchi à l'éventualité de développer une entreprise sur le web, tu vois. Vraiment, je pense que mon parcours, je l'ai un peu fait tête dans le guidon, pas après pas, sans regarder tout ce qu'allait suivre après. Donc d'abord, il fallait que je me forme. Puis une fois que j'étais formée, bah, de toute façon, moi, j'étais fonctionnaire, donc je ne pouvais pas avoir une double activité. Donc, bah, j'ai démissionné parce que je ne voulais pas entendre parler de la disponibilité où on te garde ton poste au cas où. Je ne voyais pas l'intérêt de me garder un truc qui ne me plaisait pas au cas où ça ne fonctionnerait pas dans ce qui me plaisait. Donc, démission, bon, bah, création d'entreprise. Et puis maintenant, maintenant, on fait quoi? La grande chance, je mets des guillemets parce que c'est pas une chance, c'est moi qui ai vu les choses comme ça, c'est que je me suis fait accompagner dès le départ. C'est-à-dire que j'avais une grande conscience de ce que je savais pas. Et ce que je savais pas faire, c'est trouver des clients. Arrêter d'être un secret bien gardé. Si tu es un coach confidentiel, bon, bah, c'est super pour les copains, les copines qui t'entourent et que tu peux aider ponctuellement, mais c'est pas ça qui fait ton chiffre d'affaires. Moi, j'ai pas créé une loi à but non lucratif, une association à but non lucratif. Je devais me dégager un revenu de ça. Donc, très vite, je me suis fait accompagner par une coach qui m'inspirait beaucoup à l'époque, puis que je suivais depuis quelques mois. Puis c'est elle, dans son modèle, on reviendra sur les modèles, tu connais mon appétence passée, j'insiste sur passé pour les modèles. Donc, dans ce modèle, bah, tu travaillais sur le web. Ce que j'ai trouvé vraiment génial parce que, bon, vu où j'habite, si je mets une pancarte sur ma porte, je vais pas attirer grand monde. Moi, il y a les champs et il y a ma maison au milieu. Donc, à part le facteur, j'aurais pas pu avoir grand monde en client. Me prendre un bureau à l'extérieur, ça me convenait pas forcément parce que pour moi, travailler de chez moi, ça voulait dire aussi être présent pour mes enfants qui étaient plus jeunes qu'ils ne le sont aujourd'hui, il y a 10 ans, tu vois, ils avaient 8 ans et, oh, mon Dieu, 8 ans et 4 ans. Waouh! Donc, c'est énorme. C'est énorme ce qu'ils ont vécu avec cette entreprise. Donc, moi, le confort de travailler de chez moi, tout en étant capable d'avoir des clients partout dans le monde entier, je trouvais ça vraiment incroyable, quoi. Ça me sortait tellement du connu que je trouvais ça génial. Donc, elle m'a aidé à mettre les premières pierres en place, hein, savoir qui étaient mes clients, quelle était mon offre, enfin bon, le cursus un peu classique, hein, savoir à qui tu parles et puis ce que tu proposes. Et puis, une fois que tu as ça, bon, maintenant, il faut qu'on te voit. Donc, te rendre visible. Alors, moi, de mon expérience de prof, j'avais quand même gardé le fait de parler en public
pour moi, c'était pas compliqué. C'est ça qui fait que je me suis vite orientée vers YouTube. Parce que faire des vidéos, c'était ce qu'il y avait de plus facile. Alors évidemment que je mets des guillemets, hein, les premières vidéos, tu transpires, tu parles pas bien, t'es toute rouge quand t'as fini. Enfin voilà. Mais en tout cas, c'est un canal qui m'a attirée. Et donc je me suis dit, ok, je vais me concentrer là-dessus. Les 2 premières années ont vraiment pas été évidentes parce que quand tu pars de zéro, t'es pas le seul à essayer de te faire connaître sur le web, hein. Puis moi, le réseautage en présentiel, c'était vraiment pas ça. J'aime pas ça en fait. Clairement, je me suis forcée pendant je sais pas combien de temps à aller en faire, mais c'est pas mon truc. Moi, aller distribuer des cartes de visite. Donc bon, bref, pour moi, ça se passait sur le web. Donc pendant 2 ans, j'ai essayé ça. Ça a été compliqué pour moi de continuer à donner. Vraiment, ce qui m'a raccroché, c'est donne, continue de donner. Parce que j'ai vraiment eu des moments où je me disais, OK, je donne, mais je ne reçois rien. C'était horrible. J'avais pas de clients. J'avais alors des merci, j'en recevais. Mais des gens qui m'appelaient, qui voulaient travailler avec moi, je n'en recevais pas au départ. Et ça a été dur, mais j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça pour C'est un des trucs que j'avais à apprendre, c'était de donner. Parce que à cette époque-là, tu sais, moi, donner, j'avais l'impression de me couper un bras dans mon ancienne vie. Donc, je pense que j'avais ce muscle du don à travailler, puis tout un tas de choses aussi. Et puis, ça a commencé à décoller vers la 2e, 3e année. Après, ça s'est moins bien passé, c'est-à-dire que j'ai vécu une liquidation. Parce qu'il fallait aussi que j'apprenne que tu gères pas une entreprise comme tu gères ton porte-monnaie personnel. Donc, j'ai appris. Et puis, j'ai rouvert aussitôt, hein. Il n'y a jamais eu d'interruption dans le service. Mais tu vois, ça a vraiment été, tu parlais tout à l'heure de voyage initiatique. Ça a été ça. Vraiment, mon entreprise et moi, on s'est fait grandir ensemble. Puis, tu sais, quand il y en a une qui grandit, faut que l'autre ait le temps de la rejoindre. Et puis, après, ça s'inverse. Et c'est vraiment, je frissonne de te partager ça parce que c'est comme ça que je le vis aujourd'hui. C'est vraiment une compagne de route qui m'apporte énormément, qui me demande énormément aussi. Mais en fait, moi, je fais pareil envers elle, quoi. Je lui donne énormément, mais je lui en demande aussi. Donc, c'est un peu comme 2 amis qui font route ensemble, qui parfois se comprennent pas, parfois font pas ce que l'autre aimerait qu'elle fasse, mais voilà, ça reste un parcours où, tu vois, malgré les malgrés, je n'ai jamais, jamais, jamais regretté de m'être lancée dans cette aventure. Malgré les moments où ça a été plus dur, malgré les peurs du manque que j'ai pu traverser, jamais je me suis dit, Martin, t'as fait une grosse connerie, t'aurais jamais dû quitter ton poste de prof. Jamais j'ai eu ça. Déjà, merci beaucoup. J'allais t'appeler Martin, du coup. Ça me perturbe. Merci beaucoup, Nathalie, de nous partager avec autant d'authenticité, de vérité, toutes les coulisses de ton parcours, parce que on tend à idéaliser et à mettre sur un piédestal celle qu'on voit, avec une forme les codes extérieurs du succès. Mais voilà, ça a été 10 années, avec 2 premières années je vais mettre l'étiquette de galère, mais c'est peut-être excessif, mais il y a un peu de ça, et une liquidation, et tu es toujours là avec tout ce que tu peux montrer, vivre, expérimenter aujourd'hui. Mais c'est un empilement de dizaines, de centaines de milliers d'expériences qui t'ont mené là. Et j'aime beaucoup aussi ce que tu as partagé sur le fait que les expériences douloureuses étaient des expériences nécessaires, Oui. sans lesquelles tu ne pouvais pas passer à l'étape d'après. Et sur cette nécessité pour toi en tout cas, d'apprendre à donner pour pouvoir recevoir. Puis la nécessité d'apprendre à bien gérer pour pouvoir être amené à gérer plus ensuite. Et Exactement. je vois beaucoup de mes clientes qui vivent avec amertume, ingratitude, un sentiment d'injustice, certaines épreuves, et on a inévitablement des épreuves. Et il y a beaucoup de force et de puissance à aller voir l'apprentissage, l'expérience et la nécessité pour nous d'apprendre quelque chose pour ce nouveau niveau qui nous attend juste derrière, mais qui requiert quelque chose de nous, un pas de nous, une compétence supplémentaire, une force à révéler et autres. Et merci de nous partager ça par ton expérience.
parce que c'est tellement riche pour celles qui nous écoutent aussi de comprendre et d'entendre ça, de celles qui l'ont traversé et qui ouvrent la voie. Et tu vois, il y a une chose qui me vient quand je t'écoute, c'est que, tu vois, parfois, alors, tu as le droit d'avoir les boules, tu as le droit d'être déçu, tu as le droit de pleurer, sauf que ta boîte et toi, ben, ma boîte et moi, on n'a aucun intérêt à ce qu'on se complaise là-dedans puis à se rouler dedans. Donc, t'octroyer par contre une demi-journée ou une journée en disant là, franchement, ils me font tous suer, c'est bon. Je suis pas là, je suis là pour personne, j'ai juste envie d'être devant Netflix ou d'être devant, on s'en fout, mais de vraiment te débrancher puis d'évacuer tes émotions. Puis le deuxième, c'est que effectivement, moi, avec la conscience que j'ai aujourd'hui, je regarde un peu le parcours, puis je sais ce que j'avais à apprendre, mais parfois, tu le sais pas en fait. Parfois, tu traverses un truc, tu te prends une claque, puis tu sais tellement pas pourquoi tu le traverses que ta tête te fait croire que si tu sais pas pourquoi tu le traverses, c'est qu'il n'y a pas de raison que tu le traverses et que donc c'est injuste que tu le traverses. Et je crois que ce que j'ai développé ces dernières années, c'est une foi, mais vraiment, je te parle pas de religion, mais d'une foi, d'une confiance dans la vie. C'est-à-dire que même si je sais pas pourquoi je me prends la claque, je sais et je fais confiance, c'est que c'est utile. Toi, moi, j'aime bien cette image d'accueillir plus. On veut aller vers cette expansion. Et si tu veux aller vers l'expansion, tu dois devenir un vase plus grand pour recevoir encore plus grand. Sauf que pour devenir un vase plus grand, ben, il faut que tu passes par des expériences, en fait. Il faut que, tu vois, il se forge, il se travaille, ce vase-là. Et c'est ça qui pique, c'est ça qui fait mal. Mais si tu gardes en tête que, à condition que tu sois évidemment au bon endroit, c'est-à-dire que notre entreprise, on l'a dans les tripes. Oui, il y a des moments où tu te dis, putain, je vais fermer, puis je vais juste faire des cookies. Je vais juste faire ça et basta. Mais ça te tient une journée. Parce que tu sais que tu l'as dans les tripes. Tu sais que tu es au bon endroit. Donc oui, ça pique. Oui, par moments, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est tellement riche. C'est un luxe extraordinaire quand même de travailler pour soi. De se dire, je choisis quand je travaille, d'où je travaille, avec qui je travaille. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais pour aller vers cette expansion, il faut qu'on soit capable d'accueillir plus. Mais pour accueillir plus, ben, la vie, c'est ce qu'on a à travailler. Pour moi, c'est important de pouvoir vraiment lui faire confiance là-dessus et de faire confiance à la claque aussi. De se dire, bon, bah, ok, je devais avoir besoin de celle-là. Je n'étais pas au courant, mais je pensais que j'étais pas mal. Non, bon, bah, d'accord. Mais je l'accueille et puis ça fait partie du chemin initiatique. Et c'est vrai que les messages des claques qu'on se prend, on est très souvent en capacité de les comprendre et de les rationaliser a posteriori. Bon, quand on est dedans, ben, on s'appelle un acte et puis on se dit, je me suis pris une claque, au Elle est secours. belle, celle-là. Elle est belle. Et c'est amusant quand on parle de notre relation avec notre boîte. Justement, je faisais un post sur les réseaux sociaux hier sur, en fait, où j'ai écrit une forme de déclaration d'amour à ma boîte. Et pour moi, c'est vraiment une relation comme une relation de couple. Et pour rebondir sur ce que tu disais, il y a des moments où on est fâché, où on claque la porte, où on veut bouder, où on n'a plus envie de parler à l'autre, où on a envie de partir à l'autre bout du monde. Et moi, physiquement, parfois, je suis partie à l'autre bout du monde vraiment pour couper avec tout, y compris avec ma boîte. Mais on sait qu'on va revenir. Et même si on était très, très fâchés, qu'on s'est trahi et qu'il y a eu des embrouilles majeures et qu'on a mis des coups de couteau et de canif dans le contrat, on finit par se rabibocher. Parce que c'est plus fort que nous. C'est ça. Et c'est, comme tu le disais, aussi une autre perspective, un luxe extraordinaire. Ouais, De vraiment. faire ce qu'on aime et de créer la vie qu'on a envie de vivre par ce véhicule-là, quelque part. Et tu parlais j'aime beaucoup cette métaphore d'agrandir le vase, et, de se préparer à recevoir davantage. Et évidemment, ça me connecte à notre relation à l'argent, notre capacité à agrandir le vase, à recevoir plus d'argent. Et pour les clientes que j'accompagne, il y a très, très, très souvent, c'est rare qu'il n'y ait pas des
croyances, des sujets, des challenges, des défis autour de l'argent. Parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, et pour les clientes que j'accompagne, c'est fixer son prix, c'est annoncer son prix, c'est demander de l'argent, c'est recevoir de l'argent, c'est gérer cet argent, c'est s'autoriser, c'est tout, qu'est-ce que je vais avoir, l'air et qui je vais devenir, et tout, bref, tous ces conditionnements, surtout nous, en tant que femmes, qu'on a autour de l'argent, parce qu'on est... Après, je ne vais pas rentrer si je me lance dans un débat de genre autour de l'argent, on va partir loin. Mais bon, on n'est quand même pas préparé, on ne reçoit pas les mêmes messages que les garçons de manière générale, même si ça évolue. Mais nous, notre génération, on n'a pas reçu les mêmes messages que les petits garçons sur l'argent, sur qui on est quand on dépense de l'argent. Et voilà, une femme, elle est facilement frivole, irresponsable, irréfléchie. Il faut la protéger quasiment d'elle-même. Il y a les films Pretty Woman qui revient dégoulinant de sacs Prada, Gucci, etc., qui fait cramer la carte bleue à n'en plus finir. Voilà, et un homme qui dépense, c'est juste que voilà, il est responsable, il est puissant, il montre son pouvoir, il sait prendre ses décisions. Enfin, bref, il y a plein de choses. Tout ça pour dire que moi, je n'accompagne que des femmes. On est le sujet de l'argent revient très fréquemment. Et est-ce que tu peux nous partager comment était, toi, ton parcours avec l'argent? Tu venais d'un monde tout à fait différent de celui de l'entrepreneuriat, donc j'imagine que toi aussi, ça a été tout un cheminement. Ouais, carrément. Moi, je venais d'un monde de salariés déjà, d'une histoire compliquée avec l'argent dans mes deux branches familiales. Pas d'abondance, et puis d'un côté, un seul de mes oncles avait beaucoup d'abondance, mais c'était pas forcément très bien perçu. Donc vraiment, moi, encore une fois, hein, je viens d'un monde normal au niveau de l'argent, c'est-à-dire qu'avec des croyances, l'argent, ça va plus vite que ça vient, faut travailler dur à la sueur de son front. Enfin, j'avais entendu, étant jeune, un jour, les gens te paieront pour avoir tes faveurs, donc hyper connoté, d'accord. Donc, si tu veux, chacun arrive avec son bagage. Tu t'en rends pas compte tout de suite, forcément, mais c'est facile de t'en rendre compte à la manière dont ton corps réagit. Évidemment, quand tu fixes tes prix, ou dans tout ce que tu fais, dans toutes les raisons que tu fais, que tu te donnes pour ne pas fixer ton prix. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il était pas cher, mais c'est parce que c'est un ami. Là, c'est parce que je débute. Là, je vais faire du troc. Là, tu as toujours une bonne raison ou de te faire croire, tu sais, que tu n'as pas la bonne formation. Mais en fait, tu es en train juste de reculer le moment où tu vas te retrouver face à un prospect et avoir à vendre tes services. C'est ça qui est vraiment dérangeant. Si c'était juste faire des vidéos sur le web, la problématique n'est pas la même. Là, à un moment donné, tu as quand même une finalité d'avoir des clients. Même le mot client. Tu vois, moi, j'ai des gens qui sont pas à l'aise avec ce mot-là parce que c'est connoté, parce que... donc, entreprise, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui, quand tu leur parles de leur entreprise, déjà, le mal de ventre arrive. Ah ben non, c'est pas une entreprise, c'est un petit projet ou c'est ma petite activité. C'est-à-dire que tout est facilement petit, tu vois. Donc, tu as des petites idées, puis tu vas faire un petit projet, tu en parleras à ton petit mari. Puis, enfin, il y a à un moment donné aussi, c'est lié avec l'ambition, avec ce que tu penses mériter. C'est-à-dire que c'est très, très... c'est complexe cette question et en même temps, c'est pas si difficile que ça. C'est pas le truc que tu vas résoudre en une fois. Moi, je crois aussi beaucoup à ça. C'est-à-dire que au fur et à mesure où j'ai avancé, j'ai eu à lever des blocages parce que très clairement, si tu as un blocage par rapport à l'argent, tu peux le voir sur ton chiffre d'affaires. Tu peux le voir sur ce qui se passe dans ton estomac quand tu annonces ton prix. Ou que tu n'oses pas l'annoncer. Ou que, tu sais, moi, je me rappelle au tout début, j'articulais pas. Quand j'étais au téléphone, le seul moment où j'articulais pas, c'était le moment de mon prix. Et c'est horrible parce que quand tu n'as pas articulé, on te demande de le répéter en plus. Donc, c'était vraiment le truc où l'appel se passait très bien. Mais alors, ce moment-là, je me disais, mon Dieu, mon Dieu. Mais tout ça, c'est lié vraiment à la valeur que tu te donnes, à la valeur que tu donnes à ton expertise, à ta capacité à recevoir, mais qui est liée à ta capacité à donner aussi. Donc, tu peux le travailler finalement de pas mal de portes. Et évidemment que tu auras ça à travailler sur ton chemin d'entrepreneur.
Parce que si tu le fais pas, à un moment donné, la contrainte, enfin la réalité financière te rattrape. Et après, quand je disais tout à l'heure que c'est pas forcément le truc que tu règles pour une fois, c'est-à-dire que je m'aperçois qu'il y a des paliers. Je m'aperçois que comme dans toute évolution personnelle, t'enlèves des couches. Puis à un moment donné, tu te dis ouais, ça y est, c'est bon là. On est bien sur l'abondance, on est OK. Puis tu t'aperçois que tiens, ça revient sous une autre forme ou par rapport à un autre montant. Mais c'est juste pour que tu ailles encore plus l'apaiser en profondeur, puis apaiser toi, apaiser aussi le transgénérationnel. Enfin, tu as hérité quand même de beaucoup de choses, consciemment ou inconsciemment. Et c'est ça le cadeau derrière nos boîtes. Pour moi, c'est le cadeau de tu ne peux pas te planquer. Moi, ma difficulté avec mon rapport à l'argent quand j'étais prof, ça se voyait sur mon compte en banque parce que j'étais tout le temps à découvert. Mais à part ça, ça se voyait pas. Je pouvais être une bonne prof en gardant mes casseroles. Là, quand tu as ton entreprise, tu peux pas te cacher en fait. Et c'est à la fois la mauvaise nouvelle et la bonne. Parce que justement parce que tu peux pas te planquer, ton entreprise va te permettre de faire des bons dans ton évolution personnelle absolument incroyable. Et t'imagines, enfin moi je me dis quand même avec le nettoyage de 10 années à vivre des trucs géniaux, à vivre des trucs compliqués, à enlever des couches et des couches, à me voir, à me regarder, à me dire oh la vache, il est encore là celui-là. J'imagine pour les générations futures, c'est-à-dire que moi je suis plus du tout la même maman que j'étais avec mes enfants et ça c'est grâce à mon aventure entrepreneuriale en fait. Si j'étais restée dans mon job, je serais pas une mauvaise mère pour autant. J'ai la même valeur qu'avant. Par contre, clairement, mes enfants n'auraient pas grandi du tout avec la même inspiration et puis avec les mêmes croyances et le même poids transgénérationnel, justement. Donc ça me plaît, cette idée de se dire, à un moment donné, on casse le moule, on fait comme on pense que c'est le meilleur, sachant que, encore une fois, c'est pas parfait pour autant, mais je pense que c'est le meilleur pour moi, puis j'accepte de me le faire vivre, en fait. Et ça, c'est magique parce que ça te remet dans une position de choix. Mhm. En effet, comme je l'évoque parfois, et pour faire écho à ce que tu dis, on a deux grands champs de travail, le couple et notre entreprise. Et alors, quand on cumule les deux, mais on chemine vers l'illumination. Et c'est vrai que dans notre entreprise, on peut plus se cacher. Parce que l'argent, il vient un moment nous taper sur l'épaule parce que c'est la vie de l'entreprise. Si on prend pas soin de notre relation à l'argent, c'est notre boîte qu'on laisse mourir à petit feu ou à grand feu d'ailleurs aussi. Et il n'y a plus d'échappatoire en fait. Ou alors on décide de créer une association, une œuvre de bienfaisance, et c'est d'autres schémas tout à fait possibles et honorables. Mais comme tu disais, tu nous ramener à ce très beau mot de choix. C'est qu'est-ce qu'on choisit. Et, et j'introduisais le sujet sur l'argent dans pas cette dichotomie, mais ces polarités masculin-féminin où je sais que tu accompagnes aussi des hommes, Nathalie, mais une majorité de femmes, je crois. Une grande majorité, oui. Moi, c'est exclusivement des femmes. Et donc, on voit qu'il y a des conditionnements, des héritages qui sont particuliers et aussi des manières d'être dans la vie, dans nos relations, dans nos boîtes. Et toi comme moi, quand on s'est connus, on peut se le dire, dans des modes assez masculins, dans des énergies en tout cas, à dominante assez masculine. Et on peut dire merci à cette énergie qui nous a permis aussi de créer tout ce qu'on a créé, mais en mode action, plan, gestion, stratégie, voilà, des bons bulldozers un peu bourrines parfois, hein, on peut se le dire. Et on peut en rire aussi. Et merci à ces énergies yang qui sont des énergies qui parfois font passer en force, mais qui permettent de créer dans la matière beaucoup de choses. Et je crois que pour des femmes assez aussi spirituelles comme nous, c'est une force d'avoir cette énergie-là
bien ancré, ce qui souvent manque pour d'autres personnes. Et néanmoins, toi comme moi, on a ressenti aussi le besoin, euh, assez rapidement après notre rencontre d'ailleurs, d'aller laisser plus d'espace et d'expression à notre énergie Mm. féminine. Cette énergie plus intuitive, plus dans la créativité, dans le flow, dans la légèreté, voilà, de respirer un peu Mm. davantage dans cet espace-là. Et, euh, et c'est ce qui, l'une comme l'autre, nous a invités au fil du temps, à induire pas mal de changements dans nos modèles de business, dans nos manières de vivre nos expériences, dans plein de choses en fait. Ouais. Et est-ce que tu peux nous partager justement comment ça a été pour toi cette évolution et ce voyage d'une énergie très Mm. dominante masculine vers inviter plus de féminin, de flow? Ça veut dire qu'aussi l'une et l'autre, on a changé de mastermind, on a changé aussi de l'environnement dans lequel on s'est placé intentionnellement, les coachs qui nous ont accompagnés, et puis ben, nos manières de vivre, nos équipes ont changé. Voilà, ça a été des tremblements de terre, hein. Pas que joyeux, avec des moments aussi de doute et de douleur et de confrontation. Et voilà, est-ce que tu peux nous partager ce voyage plus du yang vers le yin, comment ça a été pour toi? Mm. Avec plaisir. Moi, mon côté yang est très prononcé à la base. J'ai jamais, si je remonte à mes 10 ans, là, jamais j'ai été dans des choses de méditation, je me considérais pas comme étant créative. Mais par contre, j'ai un talent de réalisateur fort qui fait que j'aime faire des choses. J'aime cocher des choses sur la to-do, j'aime que ça avance. J'ai une valeur d'excellence très forte. Donc, ça, c'est des vraies choses sur lesquelles je me suis appuyée. Et comme j'étais consciente de ce que je savais pas, depuis 10 ans, on va dire 8 et demi, en fait, pendant 8 ans, plus de 8 ans, j'ai toujours été accompagnée. Et en fait, je changeais de coach quand je sentais que j'étais arrivée au summum de ce qu'il pouvait m'apprendre et je choisissais un autre coach. Il y a eu des grands avantages à faire ça. C'est que j'ai pas fait le chemin toute seule. À chaque fois, j'avais une dynamique parce que quand tu changes de coach, tu changes aussi de manière de faire. Ce que je sais maintenant, c'est que quand tu changes de coach business, souvent, tu changes aussi pour la plupart de ce qui existe sur le marché. Et heureusement, il y a d'autres types de coach business qui sont sur le marché aussi, dont toi. Et pour la plupart, tu as un modèle. Voilà ce qu'il faut faire pour que ça marche. Et du coup, tu vois, en 8 ans, quand j'étais arrivée au taquet d'un modèle, je changeais de modèle. Donc, ça déstabilisait ce que j'avais fait avant. Je laissais jamais je le vois aujourd'hui, mais je le voyais pas. Pour moi, j'avais peur du vide, en fait. J'avais peur de faire le chemin toute seule. Et comme je crois beaucoup à la puissance du coaching, ça nourrissait vraiment ma soif d'apprendre, enfin, j'avais de ce mouvement, etc. Sauf que ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'à aucun moment, ça laissait l'espace à mon entreprise de respirer entre deux accompagnements. Donc, concrètement, quand tu laisses l'espace à ton entreprise de respirer, ça laisse aussi l'espace pour recevoir après tout ce que tu as donné, mais ça, je ne le voyais pas. Et donc, j'allais un peu de déstabilisation en déstabilisation, mais je connaissais quand même au global une belle croissance. Et effectivement, le mastermind dont tu parles m'a fait toucher le paroxysme. C'est-à-dire que là, moi, je suis rentrée en résonance complètement avec le côté go, go, go. Il y avait de la stratégie, il y avait des coachings en veux-tu, en voilà chaque semaine, il y avait des nouvelles choses à tester, Et vraiment, c'était hyper yang. Et moi, je suis vraiment rentrée en vibration avec ça. Sauf que tu sais, tu peux détruire un pont avec des vibrations. Et moi, ça a failli me faire exploser en plein vol. C'est-à-dire que ça a été une année où, certes, j'ai eu de la croissance. J'ai eu aussi une explosion de mes charges colossale, ce qui m'a vraiment fait flipper et puis mis dans une difficulté aussi. J'étais devenue finalement une machine. C'est-à-dire que ma boîte était en croissance. J'avais une belle réussite. Mais alors, mon quotidien, c'était gérer des équipes parce que j'avais mis plein de monde en place. C'était gérer des automatisations parce que j'avais mis plein d'automatisations en place. C'était appliquer un process, puis surtout m'acharner à faire réussir un modèle parce que on m'avait dit que c'était un bon modèle et que à cette époque-là, moi, j'étais encore dans le profil bon élève. C'est-à-dire que moi, je refais pas la roue. Si toi, tu as des résultats, si tu me montres que c'est un modèle qui marche, moi, après, je vais faire de mon mieux pour vraiment
tout exploser dans ce modèle-là. Et j'ai atteint les limites de ça au moment où je me suis dit, j'atteignais la fin de cet accompagnement et je me suis dit, mais je suis usée et c'est même plus un plaisir de gérer ma boîte en fait. C'est-à-dire que c'est moi qui suis au service de mon entreprise et c'est plus l'inverse. Donc là, je me suis dit qu'il allait falloir que je fasse quelque chose. J'ai eu besoin de me dire, et vraiment, c'est venu très fort parce que quand même, j'avais développé une certaine spiritualité, j'avais des rituels, j'avais quand même une belle connexion à moi. Et je me suis dit, c'est mon côté féminin là qui est pas du tout honoré. Il a même pas de place. J'ai même plus de place pour créer. Je fais ce qu'il faut faire pour vendre, Et je me suis dit, ben moi, c'est pas ça que j'ai envie de me faire vivre en fait dans mon entreprise. Donc, je me suis laissé quelques mois avant de reprendre, alors là, un tout nouvel accompagnement j'ai eu l'impression de me retrouver dans la pampa parce qu'il se passait pas grand-chose, puis il y avait pas de méthode. Et alors là, j'ai mon mental, mais qui s'est affolé en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Là, cette nouvelle coach-là, elle me dit, bah écoute, la stratégie, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Je me suis dit, ah bah là, on est mal par contre. Là, on est mal. Parce que pour moi, la réussite, c'était des stratégies. Tu réussis si tu as les bonnes stratégies. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. Et que la bonne stratégie pour toi, c'est pas forcément la bonne stratégie pour moi. Et que la meilleure des stratégies, c'est celle que tu as dans les tripes. C'est celle qui te convient, c'est celle qui résonne avec ceux qui te suivent. C'est juste, sois toi-même, fais de ton mieux, mais arrête d'appliquer un modèle. Enfin, encore une fois, tu vois, dans ce mastermind-là, si j'avais été plus à l'écoute de mes tripes, moins de ma tête, j'aurais pas fait effectivement ce que j'aurais fait là. Et en même temps, tout à sa place. Je pense que moi, comme je suis d'une nature un peu fonceuse, il fallait vraiment bien que je me prenne le mur pour me dire, c'est pas comme ça que ça marche. Et du coup, depuis, le nouveau mastermind a duré 1 an. Cette année, j'ai plus rien là depuis 3 mois au moment où on se parle. Et là, c'est du luxe. Parce que finalement, là, je mets à profit tout ce que j'ai appris, toutes mes inspirations, toutes mes intuitions, et je me fous complètement de ce que soi-disant il faut qu'on fasse pour réussir. C'est-à-dire que je joue à faire des tests, je joue à me montrer des choses. Et ça, c'est juste du bonheur au quotidien. Simplement parce que, tu vois, c'est assez marrant, on rentre dans un moule dans notre vie traditionnelle, tu veux sortir du moule, donc tu crées ton entreprise, mais quelque part, sans même m'en apercevoir, j'étais rentrée dans un autre moule. Le moule de c'est ça qu'il faut faire. Puis si tu réussis pas assez, c'est que tu le fais pas assez fort. Donc vas-y, mets-y plus d'énergie, plus d'intensité, t'en fais plus souvent. Mais en fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est t'es pas venu là pour rentrer dans un énième moule simplement parce qu'on te dit que c'est plus confortable. T'es venu là pour vivre sans ce moule-là. Par contre, ça fait peur. C'est clair que ça fait peur parce que t'as pas de point de repère, parce que tu es dans l'inconnu, parce que tu n'as aucune garantie que ça marche. Donc, il y a une partie de toi qui s'affole complètement. Mais si tu la compenses par cette connexion à toi, à plus grand que toi, cette foi que si tu t'écoutes, si tu suis tes envies, même si tu flippes, tu vas voir que tu sauras après pourquoi le chemin t'emmenait vers ça. C'est juste extraordinaire parce qu'on vit quand même dans nos métiers le luxe de n'avoir aucune limite. Aucune. On peut créer comme on veut. On peut, enfin, c'est notre terrain de jeu, c'est le monde entier. Dans peu de métiers, tu as ça, finalement. Pourquoi vouloir rentrer dans un moule? Aucun intérêt, tu vois. En t'écoutant, je revois ce moment épique qui est un coaching avec notre coach de l'époque en décembre 2020. On s'était retrouvés toutes les deux dans un coaching hot site avec lui et on arrivait gaillardement, nos bulldozers sous le bras, avec nos objectifs pour l'année 2021, l'une et l'autre. Tu revois ce moment-là et il nous avait dit alors, moi, j'avais pour objectif 500 000, je crois, 500 000 euros de chiffre d'affaires et peut-être toi dans ces eaux-là aussi. Il nous avait dit non, mais vous pouvez faire 1 million. Et nous, gaillardement, piqués, amoureuses du challenge, bah oui, on va y aller, on va le faire, on peut le faire. Et en t'écoutant tout à l'heure, il y a cette image, et je nous revois en fait
piquer, aiguillonner, et comme tu l'évoquais, voilà, il y avait un modèle, on nous avait dit qu'il marchait, nous on allait s'en emparer, appliquer, créer les process, les systèmes, l'équipe, etc. Et nous voilà, tambour battant, partis comme de bonnes guerrières, et on y allait. Et ça nous a mené à 1 an après à tout re-questionner Ouais. parce qu'on a construit un édifice qui n'était pas le nôtre en fait. C'était pas chacune la maison coquette, douillette, où on se sent bien, où on est Ouais. chez soi. On n'était pas chez nous, on était dans la maison de quelqu'un d'autre en fait. Ben, c'est ce qui se passe quand tu suis un modèle qui n'est pas construit sur tes propres valeurs. C'est-à-dire que moi, je le vois aujourd'hui, je me dis, mais moi qui ai une valeur de plaisir très forte, à partir du moment où tu n'as plus de plaisir dans ta boîte, tu peux pas être heureux en dehors de ton système de valeurs, ça c'est clair. Donc, si la personne que tu suis a comme valeur numéro 1 l'argent, bah oui, et c'est ni bien ni mal, hein, c'est pas une critique, c'est juste que ça t'amène pas à faire les mêmes choses et ça t'amène pas à être heureux dans le même contexte. Et tu vois, on parlait du million qui fait rêver, qui est la prochaine étape, et sans doute ça se fera. Mais moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas le montant, c'est comment, en fait. Comment est-ce que tu génères ça? C'est quoi ton moteur? Et puis dans quelle vibration, dans quelle qualité de vie est-ce que tu es en route vers cette croissance-là? Et surtout, ça c'est un truc que je rabâche toujours, c'est moi ce qui m'intéresse le plus, c'est qui tu deviens sur le chemin. Au-delà de tes succès, au-delà de tes échecs, tu deviens qui sur le chemin? Et ça, moi, je sais aujourd'hui que ma boîte peut s'arrêter le mois prochain. Je suis devenue la femme capable de rebondir. Je peux te créer autre chose, je rebondirai. Et j'étais pas cette femme-là il y a 10 ans. Et c'est pour ça que ça met à l'aise sur les succès, les réussites, parce que le plus important, c'est même pas le chiffre d'affaires qu'on génère. C'est même pas le nombre de collaborateurs qu'on a. Parce qu'avant, moi aussi, mon équipe était beaucoup plus grande que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Puis je me pétais un peu les bretelles. Quand on me dit ça marche ton truc, quand tu dis que tu as 14 personnes qui travaillent avec toi, là, ça calme en face. Donc, tu as ton ego qui prend une petite revanche en disant tiens, regarde, tiens. Mais en fait, c'est même pas ça le sujet. C'est qui je deviens sur le chemin. Et on est venu là pour ça, en fait. C'est ça le cadeau de nos boîtes. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de me faire vivre et qui je deviens sur le chemin de croissance de mon entreprise? Et pour en revenir à cette quête, cette course aux objectifs, aux chiffres, aux ventes, etc., ce que j'ai compris aussi, en résonance avec ce que tu évoques, c'est que moi, j'ai envie de garder en fait cet élan, cette ambition, mais plus comme avant, dans l'enjeu de vraiment atteindre ces chiffres Il faut. qui signifient échec ou succès, mais parce que je sais que ces challenges-là m'amènent à devenir une femme et une entrepreneur qui va chercher ses ressources, qui découvre des nouvelles parties d'elle, qui va enlever des nouvelles pelures d'oignon, qui devient plus résiliente et plus solide et plus lucide et plus responsable. Et c'est pour ça, en fait, que je continue à aimer chérir des grands objectifs, mais pas dans le rêve de ce jour merveilleux où je vais enfin atteindre le Graal, mais non, juste pour le plaisir de ce que ça m'amène à jouer jour après jour. Ouais. Juste pour l'expérience. Ouais. Et là, tu vois, au fil de notre conversation, on égrène des mots qui sont des forces, des qualités. Tu vois, là, on a parlé de responsabilité, de courage, de résilience, etc. Quelles sont pour toi justement ces grandes qualités que tu observes peut-être chez les entrepreneurs que tu côtoies, qu'on côtoie, ou chez toi, qui sont vraiment importantes pour jouir sur ce chemin, en fait? Parce que moi, ma croyance, c'est qu'on n'est pas tous faits ou câblés pour devenir entrepreneur. Et c'est pas bien ou pas bien, voilà, ça nécessite quand même certaines dispositions. Et quelles sont-elles pour toi? La première des dispositions, c'est d'avoir envie de se faire vivre ça. Tu vois, parce que pour moi, tu peux, les compétences, ça se développe finalement. Et ça, je le sais. Enfin, tu m'aurais pris il y a 10 ans. Franchement, j'aurais pas misé énormément sur moi, sur ma capacité à être
encore là 10 ans après, puis surtout dans ce rayonnement-là. Donc, par contre, j'avais vraiment envie, j'étais au bon endroit, ça je le savais. Même si j'avais des doutes, j'avais des peurs, je savais que je- c'était ça qui me faisait triper. Donc déjà de valider aussi que quand tu fais ce que tu fais, ça te nourrit puis t'aimes ça. Si tu es juste là, et ça c'est un truc que je dis souvent, si tu es juste là pour gagner de l'argent, tu peux gagner de l'argent de bien des manières en fait. Si vraiment tu veux réussir, l'argent, ça va se faire, ça va être une conséquence de ce que tu auras donné. Après, moi j'aime bien sur le côté entrepreneuriat, pour moi c'est la tête dans les étoiles mais les pieds bien sur terre. Et souvent je rencontre les deux extrêmes. Soit la tête dans les étoiles en mode Dieu y pourvoira, et puis si les planètes sont alignées, de toute façon ça va se faire. C'est des discours que je rencontre chez des entrepreneurs, y compris, hein, le fait de dire, Beaucoup. moi, je ne planifie rien parce que j'aime vivre dans le flow, et je suis pas en train de critiquer ça. Je dis juste que si tu fais que ça, je suis pas certaine que ta boîte, elle soit en pleine explosion aujourd'hui. Si c'est le cas, franchement, super. Mais pour moi, dans les réussites, oui, il y a de l'inspiration. Oui, il y a de l'alignement. Et je pense que c'est une compétence à développer encore plus maintenant. Parce qu'encore plus maintenant, on est appelé à faire preuve de discernement sur les accompagnements qu'on choisit, par exemple. Ça, j'ai eu besoin de l'apprendre. Sur les clients qu'on choisit aussi. Ça, c'est quelque chose que je m'autorise aujourd'hui. C'est-à-dire que si ça ne matche pas, ça ne matche pas. Et ça demande du courage aussi, de dire de toute évidence, ça ne matche pas. C'est très rare, mais ça peut arriver. Donc, d'avoir ce côté inspiration, connexion à soi, c'est hyper important. Et en même temps, d'avoir cette capacité de travail. Moi, tu sais, j'ai rencontré des entrepreneurs qui me disaient, je suis contente, aujourd'hui, j'ai fait un post Facebook. Mais tu te dis, dans quel job tu irais voir ton boss en disant, je suis contente, aujourd'hui, j'ai fait un post Facebook. Il te dirait, ben, vous foutez pas un peu du monde, vous avez fait quoi d'autre dans le... Et tu vois, parfois, on a cette tendance à être un boss tyrannique pour nous. C'est-à-dire qu'on va se demander de faire des heures. Moi, aller faire mes courses en plein milieu de journée, c'est un truc que j'ai mis des années à faire. Parce que non, j'avais gardé mes horaires de travail, aller faire une sieste si je suis fatiguée, je le faisais pas. C'est les feignants qui font des siestes. Donc, des fois, tu as le côté un peu patron, acariâtre, dictatorial, tu vois. Mais alors, parfois, moi, je rencontre des personnes, mais qui ont le boss est super cool, quoi. C'est-à-dire que si tu as fait un poste, tu as validé ta semaine. Il n'y a plus qu'à attendre ou à croiser les doigts pour que ça marche ou compter sur le bouche à oreille. Bah, tu vois, il y a vraiment pour moi à avoir les pieds bien sur terre et à avoir un côté où j'ai mon côté patron, c'est-à-dire que là, c'est le côté maître. Le côté maître, il décide. Et parfois, bah oui, tu sais pas, ta vision exacte à 5 ans, moi, la première, je l'ai pas. J'en sais rien, en fait, tu vois. Je suis pas capable d'aller jusque-là. C'est un truc sur lequel je mets pas d'énergie là-dessus. Par contre, je sais où je vais cette année, c'est déjà pas mal. Et puis, pour le coup, je sais ce que j'ai à faire de semaine en semaine et de jour en jour. Une fois que ton maître a donné la direction, pour moi, il y a le côté disciple qui prend le relais. C'est-à-dire que là, le côté disciple, il ferme sa bouche, il obéit au maître. Tu vois, c'est un peu, si on veut prendre une autre image, c'est le capitaine du bateau et l'équipage. Le boulot de l'équipage, c'est pas de remettre en question les décisions du capitaine. Non, ouais, mais je pense que ce serait quand même plus facile ou je vais attendre le bon moment. Sinon, c'est le bordel. Ton bateau, il avance pas, en fait, si chacun n'est pas à sa place. Et ça, c'est un truc que je rencontre souvent, des trucs où tu vas un peu au doigt mouillé, quoi. Ça dépend de ton humeur du jour, de comment tu te lèves. Et puis, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, parce qu'au début, j'étais comme ça. Mais simplement, faut avoir une réalité. On vit dans un monde, alors réel ou un monde d'illusions, mais en tout cas, on est dedans et on a une réalité tous les jours qui font que pour moi, une des compétences, c'est apprendre aussi à mettre ta casquette de capitaine pour décider des grands axes et à mettre après ta casquette d'équipage. Et l'équipage, c'est un exécutant. Et il n'est pas là pour remettre en question. Et donc, il fait les choses. Et ça s'apprend. C'est parce que je sais qu'au début, c'est flippant l'agenda vide. Quand tu n'as rien à faire.
Quand tu n'as pas de rendez-vous, c'est la liberté, c'est génial. Mais la liberté, ça peut être flippant aussi. Puis si tu l'utilises mal, bah oui, tu as la liberté de faire ou pas faire. Donc, mais ton âme, elle t'oublie pas. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait ce qui demandait à être fait, elle vient de taper sur l'épaule, tu te sens pas bien, etc. Donc, pour moi, dans les compétences, il y a ce côté travailleur. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, moi, ça fait 10 ans. Donc, ça fait 10 ans que je suis là. 10 ans que il n'y a pas une semaine où il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne YouTube depuis 10 ans. Donc, c'est cette réalité-là. Mais après, tu peux prendre plaisir. Hein. C'est pas parce que je parle de travail que tu as le couteau entre les dents et puis que tu dis, oh là là, faut que j'aille faire mon poste. Non, c'est aussi, et ça, c'est une compétence, c'est vivre ses énergies. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas ce que tu fais qui compte, c'est dans quel état vibratoire tu es quand tu le fais. C'est quoi ton intention? C'est quoi ton énergie quand tu fais les choses? Et ça, pour moi, pour un entrepreneur, savoir vivre ces vagues énergétiques, parce que c'est pas vrai qu'on est grimpé au rideau tout le temps. On n'est pas des êtres illuminés. Donc, il y a des moments, on est au taquet, profitons-en. Puis, il y a des moments, on n'est pas au taquet, on est dans le creux de la vague, profitons-en aussi, même si c'est plus désagréable. Tout à sa place, il faut qu'on apprenne à vivre les deux et puis qu'on apprenne à faire ce qu'il faut pour avoir le plus de haut vibratoire que les bas qu'on peut expérimenter pour telle ou telle raison. Je pense que, tu vois, c'est un truc que j'avais pas au début quand je me suis lancée. Il y a une autre compétence pour moi où c'est un savoir-être, peut-être, c'est l'ouverture du cœur. C'est quelque chose où je le vois aujourd'hui, si je me comparais, tu vois, dans le jeu des 7 erreurs avec qui j'étais il y a 10 ans, puis qui je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, enfin, il y a 10 ans, tu me parlais d'ouverture du cœur. Pour moi, c'était le truc cucul à praline pour les gens qui méditaient et qui font des fromages de chèvre en montagne, tu vois. Vraiment, c'est le truc. Moi, je bosse, j'ai pas le temps pour ça. Aujourd'hui, je crois que c'est ce qui me porte et ce qui m'apporte le plus dans ma boîte parce que ça me donne une confiance de dingue, parce que ça me donne une connexion avec les gens. Puis j'apprécie ça, j'aime cette énergie-là. Donc, ça serait un peu la cerise sur le gâteau ou le gâteau, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je découvre depuis vraiment quelques mois et qui donne une autre dimension à mon entreprise, un autre recul, un autre détachement. Et ça, c'est vraiment appréciable. J'ai le cœur gonflé et le cerveau en ébullition en t'écoutant. Cette notion d'ouverture du cœur, je crois que c'est une expérience qu'on partage aussi sur nos chemins toutes les deux depuis ces derniers mois. En tout cas, je vais parler juste de moi, dont je m'étais pas totalement, mais partiellement coupée à être plongée dans le management de l'équipe, les systèmes, et les process, et les structures, et les plans, et les tableurs, etc. Ça laisse pas tant d'espace que ça pour être dans cette connexion au cœur. Et quelle joie, et quel soulagement, et quelle libération de pouvoir se permettre ça. Et ça commence à nouveau par une permission. Et ça amène tellement plus des relations tellement plus fluides, légères et ces fameuses conversions du prospect en client, voilà, qui se font dans un autre champ, une autre dimension. Ouais. Et c'est savoureux. C'est vraiment délicieux de pouvoir se permettre de vivre cette expérience. Et on la vit maintenant parce qu'on est passé par autre chose et qu'on sait aussi créer et apprécier ce nouveau contraste. Donc, cette ouverture du cœur, elle est en effet fondamentale. C'est aussi mon expérience. Et je vais revenir sur un autre mot que tu as posé, et merci de l'avoir invité, c'est le mot travail. C'est un mot qui, de plus en plus, je trouve, sans vouloir faire ma mamie vieux jeu diplodocus, mais qui est de moins en moins apprécié et honoré de nos jours, ma bonne dame. On n'aime plus le travail. On veut être à la retraite le plus tôt possible, sans rentrer dans des débats. Mais le travail est connoté au labeur, à la douleur, à la souffrance. Et rappelons-nous qu'on a choisi d'être entrepreneur. Personne nous a
je pense la plupart de celles et ceux qui sont entrepreneurs, personne leur a mis un couteau sous la gorge en leur disant ma cocotte, tu dois absolument être entrepreneur aujourd'hui. Non. Et rappelons-nous qu'on l'a choisi. On a répondu à un appel, on a ressenti cette vocation, cette vibration. On a eu envie de contribuer, de servir, de mettre nos talents au service, d'être indépendante, plus libre, etc. Et c'est bon aussi, par moment, de se rappeler ce choix premier qu'on a fait et qu'il est attaché à un travail. Mais il y a de la beauté dans le travail. Le travail, c'est créatif. Le travail, c'est là où on apporte notre valeur, c'est là où on se montre au monde, c'est là où on fait notre grand travail intérieur. Et j'amène souvent, relié au mot travail, le mot dévotion, en fait, qui fait l'alliance entre le mot travail et cette autre dimension que je trouve magnifique que tu as amenée, c'est cette foi. Cette foi dans le fait que si on a eu cet appel, si on a ce désir de grandir et de créer de l'argent et de contribuer, c'est pas pour rien. Cette petite graine de désir, elle a été déposée en nous pour de très bonnes raisons. Et donc, le travail et la foi, ça fait la dévotion à notre mission, à notre vocation, à notre contribution. Et oui, il y a des jours où on en bave, des jours où on a envie de tout envoyer balader, d'aller faire des cookies, comme tu le dis. Plus maintenant, mais il y a quelques années, je m'étais vue étudier très rapidement un business model de crêperie ambulante, tellement j'en avais marre. Je m'étais dit, ouais, il y a des super marges sur les crêpes. C'est prêt à devenir crêpière. Et bon, ça m'a passé. Mais c'est normal, en fait. Comme dans un couple, par moment, on a envie d'envoyer balayer l'autre et de partir seul dans sa grotte méditer en Asie. Ça m'arrive. Et voilà, et réhabiliter, réaimer ce travail et toutes ces dimensions de ce travail parce que c'est beau et c'est bon et c'est là qu'on crée notre œuvre en fait. Puis c'est une contribution, enfin c'est une magnifique contribution. Franchement, c'est parce que tu vois, dans nos entreprises, ça dépend de la définition du travail que tu as, mais dans nos entreprises, le travail, c'est s'épanouir et contribuer. Est-ce que c'est ce que tu fais dans ta boîte? C'est la vraie question à se poser. Et moi, la réponse est évidemment oui. Est-ce que ça veut dire que il n'y a pas un prix à payer? Non, parce que chaque médaille a son revers. Et donc, quand tu es salarié, tu as avantages, inconvénients. Quand tu es entrepreneur, tu as avantages, inconvénients. C'est normal, mais c'est quels inconvénients tu choisis de te faire vivre pour accéder à quel type d'avantages. Je disais tout à l'heure, c'est un luxe d'avoir une entreprise. Ben, le luxe a un prix. Dans tout domaine, le luxe a un prix. Mais en même temps, c'est un prix que tu es prêt à payer et il faut être prêt à le payer. Parce qu'effectivement, tu as des modèles de réussite rapide. Tu as des modèles de réussite sans douleur. Après, c'est ce que tu en vois. Entre ce que tu vois, ce que tu perçois et la réalité, des fois, il y a une différence. Puis si tu es spirituel, moi, les personnes que je rencontre qui ont une entreprise puis qui ont une spiritualité très, très développée, souvent, tu as la croyance que ça doit se faire tout seul. Tu vois, et que dès que c'est un petit peu dur, c'est un signe qu'il ne faut pas y aller. Non, c'est un signe que tu es dans la vraie vie. Même quand tu es spirituel, ton entreprise, elle est dans la vraie vie. Est-ce que tu as des synchronicités et des coups de main de la vie? Évidemment que oui. Est-ce que tu n'as que ça et que ta boîte, c'est un long fleuve tranquille? Évidemment que non. Tu restes dans l'expérience, dans le terrain de jeu de la vie humaine. Donc, c'est juste être prêt à payer le prix pour ça. C'est tellement luxueux, tu as tellement à gagner que c'est normal qu'il y ait un prix à payer. Quand tu es dans cette conscience-là, tu sais que ça fait juste partie du contrat. Oui, il va falloir que tu te tapes de la compta. Oui, il va falloir que tu gères des équipes, tu les choisis. C'est quand même un bon point. Donc, tu as un prix à payer pour accéder à cette réalité. Et c'est pour ça que tout le monde ne le fait pas. Mais on peut tous le faire à partir du moment où tu te sens appelé et à partir du moment où tu es prêt à payer le prix de tes rêves. N'importe quel rêve à réaliser, que ce soit avoir ta boîte ou faire autre chose, il y a un prix qui va en face. Ouais. Et merci d'amener cette notion de prix que
Voilà, souvent on voudrait écarter, mettre sous le Mm, tapis, dans un petit coin dans l'ombre, et puis ça nous revient en pleine figure à un moment ou à ouais. un autre, en fait. Et, dans cet échange, il y a aussi pour moi cette intention d'éveiller toutes celles qui nous écoutent Mm, à le plus possible de facettes de ce qui est en mm. jeu pendant ce chemin sur lequel on bourlingue toutes les deux. Moi, j'ai commencé en 2010 aussi. On a aussi la même antériorité. On Mm. est des seniors de l'entrepreneuriat. Et c'est aussi, je pense aussi notre rôle de partager la beauté du parcours et aussi le côté moins lumineux, les ombres, les épines, les pépins, les chaos, les pots de banane. Et on est encore là pour témoigner que c'est un luxe, c'est que c'est chouette, c'est que c'est beau et que c'est pour Mm. rien au monde. On ne changerait quoi que ce soit, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais? Écoute, je pense franchement que tout avait sa place. Si je pouvais refaire le match, je pense que je me ferais beaucoup plus confiance, mais j'avais besoin de traverser ça pour me faire beaucoup plus confiance. Donc, tout a sa place en fait. Ce qui me fait triper là, c'est de voir ce qui s'en vient, tu vois, avec vachement de curiosité, de me dire, je me demande avec tous ces réalignements puissants là, oh, je sais qu'il y a vraiment des belles choses qui veulent arriver et puis je suis un peu excitée comme un gamin à Noël, tu vois. Tu veux nous partager une ou deux envies? Je sais que tu es beaucoup dans le plaisir, la joie, le fun, comme moi. Ouais. Une ou deux grandes envies que tu as pour toi pour cette année? Écrire mon deuxième livre. Ça, je l'ai commencé ce matin, tu vois, c'est marrant, synchronicité. La décision a été prise ce week-end Ouais, bravo, je et, célèbre. euh, et ça y est, ça fait un moment que j'y pense. J'en avais écrit un quasiment à mes débuts. Et puis là, c'est carrément, c'est avec une autre puissance que je vais attaquer ce projet-là. Donc, je suis super contente de ça. Donc, ça, c'est un des objectifs de cette année. Le deuxième objectif, c'est de lancer la formation pour les coachs. Là aussi, ça fait un moment, mais tu vois, quand tu arrives à créer la stabilité, bah oui, là, tu as l'espace de créativité. Donc ça, c'est le deuxième gros projet. Si en le lançant cette année, franchement, ce sera top. C'est un objectif pour l'automne. Et puis, allez, le troisième gros projet, c'est développer encore plus les séminaires en présentiel parce que on en a fait 3 l'année dernière. On a accueilli 90 personnes en tout. Bah, là, l'objectif, ce serait en fin d'année de réunir ce nombre-là, mais en une fois. Tu vois, vraiment de pouvoir rayonner encore plus avec ce séminaire sur lequel on vit des transformations juste de dingue. Voilà pour les 3 gros édifices Ah, de l'année. magnifique. Et est-ce que tu as justement une invitation peut-être à lancer à nos auditrices une proposition? Je suis sûre qu'il y en a qui auront envie d'être plus en contact, en proximité avec toi. Qu'est-ce que tu as à leur proposer là maintenant? Que tu as dans ta boutique une invitation, une offre, quelque chose? Parce que je préfère que tu lances directement plutôt que de devoir faire l'intermédiaire après. Alors, Bah, il y a deux moyens. Moi, je suis très présente. On en a parlé sur les réseaux sociaux. Instagram, c'est vraiment mon chouchou du moment. Donc, je publie régulièrement sur YouTube, sur Facebook, mais sur Instagram déjà pour baigner encore plus dans l'énergie. Je crois beaucoup à ça. Et puis, vraiment pour celles qui ont envie de passer à la vitesse supérieure, bah, l'invitation, ce sera de venir sur le prochain séminaire en présentiel. On sera au Mans, mi-juin. Donc, ça va être 3 jours de parenthèse, 3 jours de transformation. Ce sera la 5e édition. Et c'est vraiment, on vit des transformations et des aventures humaines juste incroyables sur ces 3 jours. À chaque fois qu'on sort, on se dit avec les filles, avec Sophie et Mathilde, les deux coachs de mon équipe, on se dit, oh, bah alors là, c'était d'une puissance de dingue, mais on se le dit à chaque fois. Donc, à chaque fois, ça monte crescendo. Donc, on a bien hâte de voir ce qui va se passer sur le mois de juin pour le séminaire Reconnexion. et je te vois dans cette montée en puissance. Je te suis au fil des séminaires là depuis tous ces derniers mois et je ressens cette intensité. Je vois les témoignages, etc. Donc, Mm. je sais que ça doit être une expérience extraordinaire, Ouais. profonde, transformatrice. Je te connais avec beaucoup de rire, Oui, certainement. c'est un peu ce qui ressort en fait. Tu vois, les deux Ouais. choses qui ressortent des participants qui parfois ont déjà fait pas mal de chemin en dev perso.
Et ce qui ressort, c'est vraiment ça, c'est le côté concret. Parce que j'ai gardé ça de ma carrière de scientifique. C'est que moi, la théorie, c'est pas mon truc, mais la pratique, par contre, ça m'éclate. Parce que c'est là que s'opère la transformation. Et puis, le côté, on s'amuse vraiment. C'est-à-dire que moi, je crois qu'on n'est pas obligé de se prendre la tête pour évoluer et pour avoir une belle transformation personnelle. Et j'utilise beaucoup la puissance de l'humour parce que ça surprend le mental. Et puis, ça fait tomber comme des carapaces. Et là, tu as accès à des choses assez incroyables quand tu t'y prends par le rire. Donc ça, c'est vraiment le rire et le concret. Si vous n'aimez pas rire et si vous n'aimez que les choses abstraites, venez pas au séminaire. Ça va être compliqué pour vous les 3 jours. Mais dans le cas contraire, vous avez toute votre place. Je mettrai dans les notes du podcast le lien d'invitation vers ton séminaire, tes réseaux sociaux. Avec plaisir. Et pour clôturer ce podcast, est-ce que tu aurais un message particulier à transmettre à toutes ces entrepreneurs aspirantes ou avancées qui nous écoutent, qui auront goûté cet échange? Un dernier message pour elles. Ouais, j'ai des frissons rien qu'en pensant à elles. La première chose, ce serait donnez-vous une petite tape dans le dos parce que aujourd'hui, vous faites de votre mieux et vous pouvez vous reconnaître ça. L'aventure entrepreneuriale, c'est une aventure courageuse et vous avez eu ce courage-là où vous êtes à quelques millimètres d'avoir ce courage. Donc déjà, de reconnaître que bah oui, tu fais de ton mieux. Tu n'as peut-être pas la réussite que tu espérais, ça se passe peut-être pas comme prévu, mais tu fais de ton mieux avec les moyens du bord. Et puis, bah, ton job, le mien, c'est de faire en sorte que les moyens du bord soient plus évolués pour ces femmes-là. Et puis, simplement de se dire, si tu savais ce dont tu es capable, si tu savais ce dont tu es capable, mais tu serais beaucoup moins inquiète que là. Et juste d'aller jouer, simplement d'aller jouer à développer leur entreprise, simplement va jouer à taper dans ton plein potentiel. C'était une phrase d'intro, je crois que ce sera ma phrase de fin, c'est va juste jouer dans ton plein potentiel pour voir ce que ça fait. Sans te prendre la tête, sans tirer des plans sur la comète, sans juste reprendre le plaisir de développer ta boîte. C'était ça au départ. Perds jamais ça de vue. J'en ai des frissons. Merci infiniment. Merci pour ce message. Merci pour tous ces mots, ce partage. Voilà, ta franchise, ta sincérité, c'était un échange précieux, riche et lumineux. Et on va aller jouer. On va continuer à aller jouer, nous aussi, avec elle. Merci à toi, Anne-Valérie. Merci beaucoup. Vous avez aimé ce podcast ? Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci.